mesdames, messieurs, bienvenue à ce retour de l'émission Un café avec votre député, avec Sébastien Lemire. Bien bonjour. Bonjour François. De retour après cette élection qui n'aura pas changé grand-chose dans le portrait politique du pays. Ben d'abord, merci à toi de m'inviter à nouveau, puis merci à la population d'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement les gens d'Amos, la MRC d'Abitibi, pour leur confiance. Ils ont été très généreux à mon égard, donc je suis très reconnaissant de ça dans les circonstances. C'est un privilège d'occuper cette fonction-là. Je pense que c'est important pour moi de le faire avec transparence puis proximité. Le fait de pouvoir suivre, avoir cette émission mensuelle-là ou ce contact direct avec les gens ici à Amos, avec toi directement, fait partie pour moi de cette approche importante-là avec les gens, répondre à des questions du public notamment. Donc, c'est une belle opportunité d'être là puis de la poursuivre. Puis ça, dans le contexte où on ne voulait pas personne de cette élection-là, on s'entend. Puis effectivement, c'est l'ironie ultime, c'est que ça a donné le même résultat au Québec. On a su cette semaine qu'on perdait le comté de Châteauguay-Lacolle, qu'on a mené, qu'on avait été élu gagnant avec Patrick O'Hara, qu'on a finalement perdu après recomptage par 12 votes. Essentiellement, c'est des votes dans un bureau de vote par anticipation, dans un pôle qui a été donné au NPD, qui aurait dû être donné aux libéraux. Ça a fait changer 300-400 votes de différence, puis ça a permis aux libéraux de prendre l'avance. C'était pour ça qu'il était déclaré d'abord vainqueur et qu'il ne l'était plus après. Mais donc, ça veut dire que les 78 circonscriptions du Québec sont exactement de la même couleur. Donc, si on pense que ça a coûté 610 millions, divise par 4, qui est la population du Québec, c'est à peu près 150 millions que ça a coûté pour donner exactement le même résultat. J'essaie de prendre ça avec philosophie, de me dire, bon, c'était comme un référendum de mi-mandat. Un référendum qui coûte cher. Les Américains ont ça là, comme principe, là, les midterms, puis donc je le perçois un peu comme ça, ce vote de confiance-là à poursuivre. C'est sûr que ça m'a bousculé beaucoup. Je te cache pas que si on revient dans le contexte de la campagne, quand je me sentais un peu, moi et mon équipe, mais tout seul à poser des pancartes après 5 jours de campagne, d'une élection que je ne voulais pas, que personne ne voulait, mais que je suis le seul qui a comme pris au sérieux dans la région d'abord, je trouvais ça ordinaire. Après ça, ça a été une campagne qui s'est installée de façon très, très tranquille. T'sais, on est en plein été, au mois d'août. Avant de sentir une effervescence sur le terrain, moi, j'ai senti que ça a été davantage, puis c'était prévisible, après la fête du travail. Nos débats ont été nombreux. On a fait 6 en 5 jours. Puis c'était concentré dans la dernière semaine de campagne. Et c'est logique parce que l'organisation des gens, on n'organise pas ça en plein été. Les gens sont en vacances. Et ça a été une campagne. On a le goût de prendre des vacances. Aussi. Ça a été quelque chose de court. Donc, pour nous, l'ensemble des médias, d'organiser tout ça, ça demandait une logistique. Logistique aussi qui, j'imagine, ça devait être un peu la même chose au niveau de la campagne. C'est une logistique qui est en mode COVID. Oui. Comment on a joué avec ça, justement, les mesures et tout ça? D'abord, c'est sûr que le sacro-saint poignée de main n'a pas sa place. Donc, tous les trucs de François Gendron c'était comique parce que j'ai quand même passé une journée avec François, mais tu sais, c'est comment qu'on réhabilite ça. Donc, on a fait un peu de présence devant des commerces. Mais c'était plus limité. Des tournées dans des restaurants, je ne l'ai pas fait. C'est d'adapter cette présence-là dans le contexte d'une campagne courte, puis comme dans le contexte aussi que c'est une campagne d'été. Moi, j'ai misé d'abord, au début de la campagne, d'être présent partout, de pouvoir essayer de couvrir les espaces les plus éloignés, de pouvoir, tu sais, dans les éléments positifs pour moi, de voir du rattrapage, parce que le contexte COVID fait en sorte que je n'ai pas pu rencontrer tous mes maires dans mon mandat. Et on en a, il y a 64 municipalités sur le territoire, plus les communautés autochtones, des MRC qui ont des élus qui sont élus au suffrage universel, des quartiers, des villages qui ont été fusionnés à Rouyn-Noranda. Si je montre tout ça, c'est plus de 80 identités politiques. T'sais. Donc, ça a été une occasion de pouvoir rattraper le contact humain dans ces places-là. Donc, comment ça s'est fait? Ça s'est fait davantage à l'extérieur. Il a fait très beau. Quand même, jusqu'à la dernière semaine où là, ça a été concentré davantage vers les débats qui ont été là. Ça a été... la réception des gens a quand même été très bonne. T'sais, le fait d'avoir sa photo sur une pancarte, même si on a un masque, fait en sorte que les gens sont plus intéressés
à discuter politique peut-être qu'en temps réel. Je retrouve là une certaine anonymat que j'avais un peu avant, mais pendant la campagne, effectivement, la notoriété d'un candidat est plus présente. Fait que ça permettait de parler des enjeux, puis de me rendre compte que les priorités que je porte sont aussi les bonnes. Puis bon, quand je voyais que mon adversaire libéral avait davantage les priorités que je nommais dans ma campagne, mon communiqué de début de campagne était, lui, son communiqué de fin de campagne, il n'a pas fait de communiqué, mais sa conclusion, plutôt que celle de son parti politique. J'ai l'impression que c'est de dire qu'on était ses bons picots, comme dirait l'autre. Donc, évidemment, le contexte de la pénurie de la main-d'œuvre est quelque chose d'important, mais de sortir de l'élément de « Ah, c'est donc plate », puis ça fait 10 ans qu'on en parle. Effectivement, on en parle depuis 10 ans, mais il faut amener des solutions et j'ai hâte que le Parlement puisse rouvrir pour ça. Et il y a des éléments qui faisaient partie de réflexion il n'y a pas si longtemps qui deviennent de plus en plus amenés comme des solutions qu'il faut mettre de l'avant. Mettre à contribution les jeunes retraités, les gens dans la soixantaine qui ne veulent pas travailler pour rien et c'est tout à fait légitime et je les comprends, mais qui ont le goût de contribuer. Est-ce qu'il y a un arrangement à faire par l'impôt ou de sorte que s'ils travaillent, ils puissent avoir le salaire de leur travail et non qu'ils soient coupés dans leur supplément de revenus ou par leur pension. Des éléments très, très simples, mais qui peuvent faire toute la différence. Évidemment, tout l'enjeu de la PCRE, est-ce que cette mesure-là ou la PCU à une certaine époque était légitime et nécessaire au début de la COVID? Absolument. Est-ce qu'elle a créé des effets pervers dans la région? On se rend compte que oui aussi. Parce que le revenu qui est donné a beau pas être énorme, il est quand même suffisant pour quelqu'un qui, permettez-moi peut-être le cliché un peu, un jeune qui vit chez ses parents et qui n'a pas besoin d'assurer sa subsistance, mais qui se donne une qualité de vie par ça. Parce que l'année chez les jeunes a été aussi épouvantable. Je veux dire, de suivre des cours par Zoom, à distance et tout, je veux dire, c'est intéressant pour personne. Donc, le besoin de dire, regarde, moi, je prends un recul là-dessus, ça a un impact, mais on a une économie aussi et des expériences de travail, ça crée aussi des trous dans des CV qui vont amener aussi des conséquences, des manques d'expérience de travail qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il y a un apprentissage sur le marché du travail qui ne s'est pas fait cet été nécessairement par cet outil-là. Donc, c'est des réflexions qu'il faudra amener par le Parlement. Et là, reste à voir comment, quand on va pouvoir l'ouvrir, ce Parlement-là. Ça, je n'ai pas de réponse encore. Et on va revenir un peu sur les attentes, les priorités après la pause. J'ai le goût de te demander combien de kilomètres la campagne cette année? Bien, comme c'est une campagne courte, tu l'as dit, ça a été 9000 que j'ai fait sur ma voiture électrique, à l'exception de la partie aller-retour Rouyn-Noranda, Témiscamingue le jour du vote, parce que sinon, mon auto électrique, je ne pouvais pas passer 1 heure et demie à la recharger pour pouvoir venir faire ma loupe avec l'Abitibi-Ouest, Abitibi, puis Cadillac, puis revenir à Rouyn-Noranda. Fait que ça, cette partie-là, ça a été fait en véhicule à essence, mais sinon, c'est 9000 km. La dernière, ça avait été 11 000, mais oui, elle avait été plus longue, puis j'avais 2 allers-retours dans le sud de la province, tandis que là, j'en avais rien qu'un. OK. Quand même. Mais en même temps, beaucoup de kilomètres. C'est ça la joie de la politique, c'est le contact humain. Fait que la campagne a ça quand même de positif et de spontané, d'être capable d'avoir ce contact humain avec les gens. Puis moi, j'ai cette chance-là, je polarise peu. Donc, je suis capable de créer ce contact-là gagnant un peu partout sur le territoire. Puis le résultat, à 51 témoigne de ça. C'est très touchant comme résultat. Vraiment. On va faire là-dessus une courte pause, Sébastien. On revient dans quelques instants.
Alors, on est de retour après cette courte pause. Sébastien, bon, là, tu l'as dit, l'automne, on ne sait pas trop quand ça va revenir, le Parlement. Je ne sens pas Justin Trudeau pressé de rouvrir le Parlement. On dirait que la notion de rendre des comptes n'est pas une priorité pour lui. C'était une élection qui a donné, on se rappelle, le même résultat, un gouvernement minoritaire. Et ce qui est tellement frustrant pour moi dans ce déclenchement-là, la chose que je pense qui me fâchait le plus, c'était tous nos projets de loi qui sont morts au feuilleton. Parce que c'est ça, déclencher une élection, ça veut dire que tout ce qui existait en cours au Parlement est envoyé à la poubelle. C'est les rapports de comité qui étaient en cours. On en avait 7 au comité de l'industrie, dans lesquels on pouvait faire des recommandations et qui n'auront pas de suite, qui sont toutes à refaire. Et quand je parle de projet de loi, il y en a vraiment des projets de loi qui me tiennent à cœur là-dedans. Bon, la gestion de l'offre, celui sur la gestion de l'offre, s'assurer qu'il n'y aura plus jamais de brèche là-dedans, que ce ne soit plus un outil de négociation avec différents pays, comme ça a été fait dans les derniers 10 ans, 3 fois avec les États-Unis, Mexique, avec l'Europe, puis avec Transpacifique. À chaque fois, c'est 3-4 %. Donc, 3-4 des quotas, ça veut dire que c'est 3-4 des revenus maximum qu'un producteur peut faire. Et donc, sa rentabilité directement qui est affectée, fait ça 3 fois, c'est 10 %. Oui, il va y avoir un chèque de compensation, mais ce chèque-là va couvrir une période limitée, 5 ans. Tandis que la brèche, elle est à vie. Pour faire rentrer quoi? Du lait en poudre, du lait diafiltré, des produits Fairlight des États-Unis, qui n'ont pas la même qualité de produit au niveau... là, je parle pour le lait, mais même chose pour les fromages et autres. T'sais. Donc, on s'assure par un projet de loi d'encadrer ça et on était rendu en 3e lecture. Donc, ça avait passé l'étape du comité du commerce international dans lequel les libéraux l'ont... Normalement, un projet de loi arrive en comité et ça devient la priorité. On tasse le reste, on étudie le projet de loi. Les libéraux ont fait niaiser ça. Fait que bien que Trudeau l'avait appuyé, le projet de loi, puis ça avait passé la 2e étape, ils n'ont pas fait en sorte que ça l'aille sur la voie rapide. Et ça a fait en sorte qu'en rendu au mois de juin, on a manqué de temps. Fait que là, il faut recommencer tout ça. Tout le processus. Donc, on redépose le projet de loi. Okay. Un premier discours. Après ça, comment ça fonctionne. Donc, une première lecture, chaque parti politique réagisse. Après ça, une 2e lecture, on présente nos arguments. Il y a 2 tours aussi de ce côté-là. Après ça, si c'est voté, parce qu'il y a un vote à ce moment-là, donc à majorité des députés, ça va être envoyé au comité parlementaire qui est pertinent et après ça, ramené pour une 3e lecture. Si ça passe la 3e lecture, bien là, c'est envoyé au Sénat qui va faire un processus semblable. Très peu de projets de loi vont avoir passé les 3 étapes. Un de ces projets de loi-là était le projet de loi sur les transferts d'entreprises, particulièrement des fermes apparentées. Parce que l'impact fiscal, si tu vends à ton fils, à ton neveu, en tout cas, si tu vends au sein d'une même famille une ferme, bien, ça te coûte à peu près le double en impôts. Parce que c'est considéré comme un gain en capital. Tandis que si tu vends un étranger, bien là, ça peut être ton régime de retraite, ce qui est une absurdité. Surtout pour nous en Abitibi-Témiscamingue, quand on pense de l'importance d'être propriétaire de nos terres. Ça aide pas à avoir une relève non plus. Ça, c'est un des seuls projets de loi qui a passé, mais on en a sur un projet de loi qu'on va redéposer, évidemment, qui est sur les congés de maladie, d'assurance-emploi. Quelqu'un qui est atteint de maladie grave comme le cancer, il y a 15 semaines en ce moment. 3 mois de revenus, si tu as le cancer, c'est évidemment nettement insuffisant. Pour pouvoir te consacrer à ta pleine guérison, on veut élargir ça à 50 semaines. On était rendu en 3e lecture. Au comité de l'industrie, moi, j'ai poussé pour un projet de loi pour protéger des travailleurs qui ont investi toute leur vie dans une caisse de retraite, mais dans laquelle la compagnie fait faillite. Ce qui était le cas d'une minière, donc on n'est pas à l'abri de ça, dans la Côte-Nord, Clift, les employés de Sears, par exemple, ou d'autres, dans lesquels la compagnie fait faillite. Et là, ben, c'est pas considéré le régime de retraite des travailleurs comme étant une créance prioritaire. Les banques vont aller chercher, etc., mais une municipalité va pouvoir aller chercher avant ce qui reste dans le fond des créances plutôt que la caisse de retraite. Donc, rendu à 80-85 ans, un travailleur peut se retrouver à être amputé de 400$, 300$, 200$ de revenus parce que les gestionnaires du fonds n'ont pas fait le travail. Ça a des conséquences immenses sur la dignité, sur la vie des personnes, puis c'est un projet aussi qui était rendu en 3e lecture. Donc, c'est tout ça qu'on a mis à poubelle. Fait qu'évidemment, notre agenda parlementaire, pour nous, d'abord, on souhaite que le Parlement revienne le plus tôt possible. Moi, demain matin, je suis prêt à retourner à Ottawa, évidemment. Là, bon, il faut que j'attende de recevoir le bref pour pouvoir refaire ma prestation de serment auprès de la reine pour lui jurer toute la fidélité que j'ai à faire en tant que parlementaire. Mais commençons à siéger le plus tôt possible. On vient de perdre déjà un mois.
Mais il n'y a pas de délai maximum pour la Il n'y a pas de prestation de délai. serment? C'est la prérogative du premier ministre. On ne peut pas être dans la Chambre tant qu'on n'aura pas prêté serment, mais techniquement, il faut recevoir le bref d'Élections Canada qui confirme notre élection pour qu'on puisse aller être réassermenté comme député. Mais ça peut se faire en accéléré. Si le gouvernement Trudeau a une volonté réelle de pouvoir dire on ouvre le Parlement en octobre, on est capable de le faire. Moi, demain matin, je suis capable de siéger, de reprendre mon siège à Ottawa et de revendiquer ce qu'on faisait. Et de recommencer le processus. Mais donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose de semblable à ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Donc, un discours du trône dans lequel Justin Trudeau va présenter ses priorités et on n'ira pas jusqu'à finir les débats de ça. Ça va être adopté en janvier, fin janvier. La rouverture des comités va se faire qu'en février. Donc, tout ça, c'est tout du temps de travail de fond dans lequel les libéraux ne sont pas imputables, ne rendent pas de compte. Et ça me questionne énormément. Cette stratégie politique-là, puis on se rappelle, il y a 1 an, il avait prorogé le Parlement. Donc, on arrête complètement les travaux pendant 2 mois de temps. Comme pendant la COVID, il était pour des raisons sanitaires. Il disait, on n'enverra pas de députés présents en Chambre. Il y avait 1 ou 2 libérales dans toute la banquette en face. Mais tu les vois par Zoom dans le Parlement, puis Collins sont dans leur bureau à Ottawa parce qu'on reconnaît la structure des bureaux d'Ottawa. Donc, ce double discours-là est extrêmement choquant. Se cacher derrière la pandémie pour ne pas rendre de compte et là, d'aller porter l'odieux jusqu'à déclencher une élection pour le même résultat. T'sais, ça, c'est donc dire que les Canadiens, les Québécois, sont somme toute satisfaits de comment, même s'il n'y avait pas de mandat pour gérer la pandémie, le travail de collaboration politique qui s'est fait, de dire on n'a pas pleinement confiance aux libéraux, mais ils doivent tendre la main, faire un compromis avec un parti politique pour pouvoir s'entendre à trouver une solution et la façon dont on veut que le pays soit géré en ce moment. Bien, c'est le mandat qu'on a eu. Est-ce que ça va durer les 4 ans? Je l'espère. Ça sera-tu 3, ça sera-tu 2, ça sera-tu 1? Il viendra à la fin. Il y a une petite question là-dessus à la fin. Je ne veux pas qu'on s'avance tout de suite là-dessus. On parlait de hockey, puis on va parler de politique en même temps, mais ça, je me garde ça pour le dernier segment. Priorité pour l'Abitibi-Témiscamingue pour le mandat qui s'en vient? Bien, pour moi, comme je te nommais tantôt, évidemment, ça doit être la pénurie de la main-d'œuvre. Pénurie de la main-d'œuvre qui est d'amener des solutions. Et là, après ça, pour moi, il y a l'enjeu du logement, dans lequel il faut trouver des solutions. Ottawa a des fonds pour ça, évidemment, qui sont à transférer à Québec, mais je réfléchis comment on est capable de mettre en... Tu sais, on a tout ici dans la région, notamment la production du bois. Comment ça qu'on n'est pas capable de faire en sorte qu'on soit capable d'approvisionner notre économie locale, notre construction locale de maisons, tu sais. Parce que c'est ça l'enjeu. On est capable de faire venir des travailleurs. Après ça, les garderies, c'est évidemment au niveau de Québec. Mais il faut être capable d'avoir des éléments qui nous permettent... Parce que les mines ne baisseront pas. La Chine... Le contexte mondial fait en sorte que la demande de métaux est énorme. Il y a beaucoup de prospection qui se fait encore, beaucoup de projets miniers qui se font encore dans la région. Donc, je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue dans les 15 prochaines années. Mais là, moi, ce qui me fait peur, c'est le fly-in, fly-out. Ce dont on aura profité comme région, évidemment, par rapport au nord du Québec, on risque d'en être victime. Parce que de plus en plus, les gens se font offrir des conditions de 7-7, mais tu restes à Brossard, tu restes à Boucherville. Tu vas prendre l'avion, on va te loger pendant 1 semaine, mais ton revenu, ta famille est installée quand même, ça arrive sud, ça arrive nord. Et là, on se retrouve fall-ball. On devient ce qui est la région ressource dans son entité la plus dommageable. On le voit en santé notamment, comment toutes les solutions qui passent par des agences, qui ont coûté 30 millions, ça, mais qui ne sont pas des solutions qui sont durables. Il va falloir contribuer à avoir un statut particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue. On n'est pas reconnu comme une région nordique et éloignée parce qu'il y a une route qui se rend, la 117, et heureusement qu'on a ça. C'est un avantage stratégique immense quand je passe au nord du Québec et ailleurs. Mais, à un moment donné, il va falloir qu'on ait des conditions d'emploi qui nous permettent de concurrencer les mines. Et c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour nos ingénieurs, c'est vrai pour l'ensemble des gens. Est-ce que ça passe par un crédit d'impôt? Évidemment, on avait déposé celui des nouveaux diplômés, on risque de le faire encore, mais plus large que ça. Une prime d'éloignement, il va falloir trouver une façon de faire en sorte de soutenir réellement le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue pour avoir une vision à long terme là-dessus, parce qu'on a beaucoup d'avantages. Je veux dire, on a le territoire, on a l'espace, on a la qualité de vie, mais on a besoin d'une quantité de gens pour assurer
le roulement de ça. C'est pas drôle, là, je veux dire, tout l'aspect des conséquences de fermeture de restaurants. Où si tu manges à Amos après 9 heures... c'est la question qui se pose, puis on en entendait encore hier des restaurants qui vont fermer, qui offraient des déjeuners, des services rapides, qui vont fermer le matin, qui vont ouvrir à seulement 11 heures. La pénurie de main-d'œuvre, elle frappe extrêmement fort. Le temps passe extrêmement vite, Sébastien. On va aller faire une courte pause. Oui. On va revient. De retour à votre émission Un café avec votre député, Sébastien. Vous avez conservé votre rôle de porte-parole au niveau de l'industrie. Oui. Un rôle de plus qui s'ajoute aussi au niveau des sports. Ben oui, puis c'est pratiquement une exclusivité parce que ça n'a pas été annoncé, qui est une conséquence un peu plate de la défaite de Patrick O'Hara au recomptage. Donc, les sports avaient été donnés à Patrick au départ, mais comme il a perdu son siège, c'est une responsabilité qui va me revenir parce que, bon, je veux dire, Yves-François connaît ma passion pour le sport en général, puis je pense qu'il y a quelque chose là d'intéressant à développer comme discours par rapport au sport puis l'engagement qui est à faire. Mais le gros volet pour moi, puis ce pourquoi j'étais certaines inquiétudes, voir est-ce que je peux garder le volet de l'industrie. C'est le gros morceau, d'abord par le comité de l'industrie, puis c'est un comité qui est très polyvalent. C'est un des comités dans lequel je peux toucher absolument à tout, comme je l'ai fait dans le dernier mandat. La production des vaccins, l'industrie aérospatiale, la relance économique verte, tout l'aspect sur Internet, toute la bataille que j'ai faite sur Internet, haute vitesse. Là, la prochaine aussi sur les taux cellulaires. C'est un enjeu sur lequel je veux mettre l'accent par ça. La première motion que je vais amener d'études, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut l'étudier d'un point de vue pan-canadien, par exemple? Puis d'amener effectivement des exemples de la région là-dedans. Donc, pour moi, ça, c'était le volet qui est intéressant, mais comme on a des nouveaux députés qui arrivent, qui sont des économistes de formation, bien là, moi, j'avais peur d'un effet domino comme tel. En même temps, je suis quelqu'un de très polyvalent. J'aurais pu aller un peu n'importe où. Mais c'est sûr que mon choix A était de garder le travail que j'avais à l'industrie, qui est vraiment un comité intéressant. Je perds dans mes responsabilités officiellement le titre de développement économique régional. Ça, vous ne le verrez plus, parce que ça va être envoyé vers une de ces économistes-là, qui est notre députée de Terrebonne, qui, elle, a cette formation en économie et dont le mandat va être de fouiller davantage que fait DEC Canada dans ses programmes de subvention. Est-ce qu'on a notre juste part là-dessus? Est-ce que le fédéral fait bien d'investir son argent de la façon dont ils le font? Donc, vraiment d'avoir un chien de garde des agences de développement économique. Donc, ça va être le rôle que Nathalie va avoir. Et donc, par ça, le titre développement économique régional s'en va là. Puis, comme politiquement, ça avait peu d'impact à Ottawa, ça ne me dérange pas. Ça n'a pas de conséquences. Donc, l'industrie, l'entrepreneuriat, l'accès Internet haute vitesse demeure et les sports se rajoutent. Fait que, non, c'est un beau mandat qui m'est confié. Je suis bien content. Je veux t'amener, justement, on parle de sport. On va tomber dans notre segment un petit peu moins sérieux pour conclure cette émission-là. On va quand même faire un parallèle, pool de hockey, pool politique. OK. La saison commence ce soir? La saison commence ce soir pour le Canadien de Montréal. L'émission va passer demain. Donc, le premier match va être déjà fait. Donc, ça va être hier. Vous saurez le résultat. On va lui demander une prédiction. On va savoir s'il est bon. 3-1 Canadien. 3-1 Canadien ce soir. Donc, si c'est ça, vous applaudirez dans votre salon. Sinon, justement, mettons que je te mets dans le contexte Ligue nationale de hockey. Là, on voit qui avec la Coupe cette année? Oh. C'est dur de ne pas dire Tampa. L'Avalanche a un maudit beau club de hockey. L'Avalanche. On aurait voulu dire Canadien, mais... pense pas, Ben, en même temps, ça m'inquiète pas tant parce que, bon, d'abord,
chapeau à Carey de faire ce qu'il fait, de prendre le recul pour sa santé mentale. C'est des exemples, un modèle qui peut être vraiment gagnant pour notre société puis qui pourra faire des petits. Reste que, bon, s'il s'absente un mois, qu'il s'absente 4 mois, il a prouvé que dans une saison courte, l'année passée, même s'il était blessé, il était capable d'être efficace en série. Carey, je goalais 70 games, c'est pas quelque chose de gagnant pour le Canadien. S'il en goal 30 puis qu'il arrive en série confiant, ça me choque pas. Même chose que chez Weber, s'il prend toute l'année puis finalement il est prêt pour la fin, ça peut être quelque chose de gagnant. T'sais. Après ça, il y a des bonnes acquisitions qui ont été faites dans l'année. Je pense que le Canadien va être des séries, puis je pense que rendu là, ils peuvent surprendre. Je vois une porte qui s'ouvre, mais on est en enregistrement. Sinon, politique, on l'a dit tantôt, est-ce que ça va t'offrir un mandat de 4 ans? Est-ce que ça t'offrira pas un mandat de 4 ans? Tes prédictions? Je pense que je vais être capable de me sentir en paix pour 1 an, mais qu'après ça, la menace du gouvernement, de faire tomber le gouvernement et le jeu politique qu'on a vécu va revenir. Bon, en ce moment, ce qu'on entend, c'est qu'on pense qu'il va faire au moins 3 ans. La situation d'Auto est extrêmement précaire. Je pense pas que Trudeau va aller au bout de son mandat. Je pense que là, il est à l'étape de réfléchir c'est quoi mon legs politique, parce qu'à part, mettons, la marijuana, puis de dire qu'il aura été celui qui était premier ministre pendant la COVID, il n'y a vraiment rien qu'on peut lui donner propre à Justin Trudeau. Donc, il va vouloir avoir un leg. Évidemment, en ce moment, c'est pas sur l'environnement. Donc, et avant de passer le flambeau pour la prochaine élection. Ça, c'est ce que je m'attends. Donc ça l'étirerait davantage le temps. Jack Metzing a des questions à se poser sur son leadership. Les Verts, on se pose des questions sur leur leadership. Fait que il y a juste le bloc dans lequel, visiblement, on est plus stable. Fait que, mais tout ça va probablement donner un peu de temps au mandat. J'allais faire une blague quand tu as dit plus stable. Aussi stable qu'Yves François avec les pieds écartés. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, c'est le temps de la chasse ces temps-ci. Si je te dis perdrix ou orignal? Ah ben orignal. D'ailleurs, en revenant d'Amos hier, j'ai failli en croiser un. Je n'ai croisé 2 sur le chemin. J'étais chanceux de ne pas y croiser de trop proche, mais je suis passé entre les 2. On reste bête, hein? Fait qu'il faut être très vigilant. Mais... Il y a des chasseurs qui appellent à ton bureau de circonscription pour savoir où. C'est entre Rivière-Éva et Cadillac. Non, on reste bête quand ça arrive. Hein? Fait qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus. J'espère être capable de prendre 2-3 jours pour aller soit à l'orignal, soit au chevreuil en famille, puis d'aller... La conséquence de tuer ou pas tuer, pour moi, m'importe peu que la qualité du moment de reculer. Le moment de repos et de réflexion, puis de la petite coupe de vin dans le contexte. Mais j'avoue qu'avoir mon panache serait une fierté. C'est sous ma bucket list. Petit jeu de mots involontaire, mais qui se plaçait bien. Mais un jour, j'aurai mon panache. Si je te dis automne ou hiver? Moi, je suis un gars d'hiver. Joueur de hockey, fait que, effectivement. Mais en même temps, le retour de l'hiver, de l'automne amène aussi le retour du hockey, fait que j'aime bien l'automne aussi. Mais là, il faut que tu fasses un choix. Là. J'ai hiver. Hiver? Oh, oui, clairement. Hockey, autre sport d'hiver ou... J'aime bien faire du ski, sincèrement. Ski alpin davantage. Ma blonde, mes enfants aiment bien le ski de fond, fait que de temps en temps, je suis, mais c'est comme une motricité que je possède moins. Ce qui fait que mon plaisir est en conséquence. On fait pas mal de raquettes, de balades en forêt avec un chien qui s'appelle Pookie. On le promène pas mal, puis ça, c'est un des plaisirs que j'ai aussi là, durant l'hiver, quand je peux prendre le temps. Là. Sébastien Lemire, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de venir prendre un café. Merci. On se retrouve le mois prochain. Alors, là-dessus, bonne fin de journée. Avec joie, en espérant que le Parlement va être ouvert à ce moment-là. On l'espère. Bonne fin de journée.